bien dans ton avance, quelle est ta troisième stat du jour à nous présenter pour les Portland Trail Blazers 2023 24, pardon. Je vais parler de Scoot Henderson. Il faut qu'on en parle. Scoot Henderson, deuxième choix de draft. Ouvrons le dossier. Aurait-il dû être premier Sera-t-il Rookie of the Year? C'était les questions qu'on pouvait se poser il y a 6 mois. Oui. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne se les pose plus. En plus que 6 mois, quand même. T'es sévère. Il y a un an et demi, quand même, pour le côté est-ce qu'il peut être devant Wemby à la draft? Oh, est-ce que... Ouais, Il y a 6 mois, on était en décembre. Ah putain, le temps passe vite quand même. Hein. On devient vieux. Bref, ok, bon. L'année dernière, on pouvait se demander. Scoot Henderson, pour toutes les raisons collectives qu'on a mentionnées avant, a eu une saison un peu compliquée. On avait déjà fait un point d'étape, je sais plus quand on l'avait fait sur Scoot Henderson, mais sûrement en novembre. Après, il avait déjà joué 10 matchs puisqu'il avait manqué le début de saison, il s'était blessé, machin. On avait fait un petit point d'étape dans un hebdo et on avait dit la finition au cercle, c'est compliqué. C'est compliqué et ma stat du coup, pardon, puisque voilà, j'ai oublié, c'est 45,4. C'est le pourcentage de réussite au cercle de Scoot Henderson cette saison. C'est dans le 2e pourcentile, donc il est moins bon que 98% des joueurs de NBA. Et si on peut, je sais pas si je peux, non, je peux pas voir avec le poste de meneur, mais bon, bref, on est dans des eaux Devonte Graham, Fred VanVleet et Frank Ntilikina, quoi. Voilà, il fallait parler de Franck un petit peu. Donc on avait déjà fait ce constat-là, en fait. Ça, c'est pas un nouveau constat. On avait déjà dit, bon, au cercle, c'est compliqué. Moi, ce qui m'inquiète encore plus, c'est que il n'y a pas eu d'évolution statistique dans le positif sur l'année, en fait. C'est resté à 45% à peu près toute l'année. Là où, par contre, quand on avait fait le point d'étape, on se disait, non, mais ça va augmenter, il n'a pas l'habitude, les défenseurs sont plus longs, il a toujours été au-dessus physiquement, donc il doit s'ajuster à la longueur des défenseurs NBA, ça va prendre du temps. Il n'y a pas eu d'amélioration sur l'année. Alors, il a été catapulté, initiateur principal, avec la blessure de Malcolm Brogdon notamment, puisqu'il est quand même à 26% d'usage, donc beaucoup d'utilisation, et aussi un fort volume de drive par match, donc il a 12 drives par match, c'est à peu près dans le top 40 NBA. Sur ces drives, il est pas très efficace. Non. Pourquoi? C'est un euphémisme, hein, pas efficace. Je sais pas si tu as la stat exacte. 52e sur 53 voilà, l'efficacité en fin de drive. Donc parmi les gros drivers, évidemment, plus 10 par match, 52 sur 53. Il n'y a que Caris LeVert qui fait moins bien, mais ça on n'est pas surpris. Ouais. Tu vois, je sais que tu as des meilleurs stats que moi sur les drives. On n'a pas les mêmes sites, mais voilà. Donc très peu efficace. C'est frustrant parce que les qualités athlétiques, elles sont là. L'explosivité, verticale, horizontale, même la force, en fait, la force physique, il est capable d'absorber les contacts. Alors comment on peut expliquer ce faible pourcentage? Déjà, la première chose, c'est le toucher. Le toucher a vraiment besoin de travail. Main droite, mais même main gauche. Et ce qui fait que le toucher a vraiment besoin de travail. Ça fait que pour l'instant, il manque d'alternatives en fait. Son flotteur est pas encore arrivé, son stop tir à mi-distance est pas encore arrivé, et du coup, quand il drive, les défenseurs ils savent qu'il va aller jusqu'au cercle, donc les aides sont beaucoup plus faciles, ils peuvent être un petit peu plus agressifs. Donc tant que ça c'est pas là, ça va être compliqué. Et surtout, je me suis noté quelque chose je me suis tapé pas 100%, mais énormément des tentatives au cercle de Scoot Henderson sur la saison. Ouais. Il a énormément de finitions, j'ai envie de dire à la Zion, tu sais, où tu arrives à 4 mètres du panier, tu sautes sur tes 2 pieds, tu te lances en l'air, tu vas absorber le contact sur le défenseur, et une fois que tu as absorbé le contact sur le défenseur, tu commences à réfléchir à comment tu vas tirer. Tu vois, Zion, il le fait très bien, il saute de très loin, il prend le contact, et puis ensuite il est gainé, et il arrive à s'en sortir. En fait, Scoot Henderson, il fait exactement la même chose. Il saute à 3 mètres du panier, il se gaine, il prend le contact, mais il explose. Ou alors il n'a pas le toucher après pour se resituer et marquer malgré le contact. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Soit il va au drive jusqu'à la fin et il fait un lay-up un peu plus simple
Et là, pour le coup, faudrait sortir les stats, mais là, pour le coup, c'est pas mal. C'est plutôt efficace, en tout cas, ce que j'ai vu en regardant toutes les tentatives. Par contre, dès qu'il saute de loin et que c'est un petit peu plus compliqué et que c'est moins bon dans la lecture, bah, ça rentre plus. Donc je pense que le swing skill, donne-moi la version française, s'il te plaît. Le point de bascule, merci. Le point de bascule, ça va être de développer ce flotteur ou ce tir à mi-distance, ou bien juste de perdre un petit peu en agressivité vers le cercle. Et si la fenêtre de tir est pas là, bah pas forcer un lay-up et puis s'arrêter et faire du playmaking ou ressortir la balle, quoi. Donc voilà, on rappelle 45,4% de réussite pour Scoot Henderson. Ça va un petit peu mieux en cette fin de saison. Le tir extérieur va un petit peu mieux que quand on avait fait le point d'état. Bon, il est à 31% à 3 points, c'est toujours pas top. Mais ça va un petit peu mieux qu'en début de saison. Donc pour moi, le jury est encore... voilà, les dés ne sont pas jetés pour Scoot Henderson. Le contexte collectif n'est pas bon non plus autour de lui. Mais cette première saison est assez décevante quand même. Ouais. Non, mais effectivement, en plus, moi, je n'avais pas pu le scouter avant la NBA, parce qu'il était où, lui, d'ailleurs? Il était en D-League, il était... À la Ignite, G-League Ignite. Ouais, c'est ça. Mais par contre, j'ai jamais vu un tel différentiel entre ses capacités intrinsèques et le résultat sur drive. Ouais. Parce qu'il a vraiment des atouts assez exceptionnels. Et pourtant, on a dit le résultat final, 52e sur 53 au niveau de la productivité sur drive. Et encore, tu vois, si tu enlèves les lancers francs, et quand on regarde juste le field goal en fin de drive, il est bon dernier. Hein, il est bon dernier. Et j'ai jamais vu un tel différentiel, parce qu'en plus, moi, on me l'a vendu comme c'est un driver. Quand tu le regardes, effectivement, il a la charpente, il est très épais, il est hyper athlétique, il a une flexibilité qui est assez dingue, flexibilité des chevilles, capacité de descendre le centre de gravité très bas, il est très flexible, etc., etc. Et pour moi, c'est là où je suis extrêmement étonné, parce que, contrairement aux autres joueurs qu'on connaît catastrophiques, il semble avoir les atouts, lui. Tu vois, on parlait de Devontae Graham, de Fred VanVleet, Caris LeVert, R.J. Barrett, ils ont tous des limitations, alors soit de taille, soit de vivacité, soit de coordination, soit de fluidité, soit tous en même temps, soit de toucher le bal. Et lui, je trouve qu'il les a, ces atouts. Je trouve qu'il a la taille, il a l'envergure, le toucher, il est pas fantastique, mais il est pas si mal que ça non plus, quoi. C'est pas R.J. Barrett, il a des qualités athlétiques. Enfin voilà, il y a vraiment tout. Et pour moi, le truc, je trouve qu'il y a un vrai problème, et assez inquiétant, un problème avec le contact, en fait. Ouais. Je trouve que moi aussi, je me suis tapé tous ces drives, et c'est parce que j'étais étonné de voir cette stat. Hein. On me l'a vendu comme un driver à la draft. Et il y a un vrai problème de contact qui se voit partout. C'est-à-dire que assez régulièrement, il évite le contact et il déclenche son flotteur bien avant que d'attaquer le défenseur en drop, tu sais, autour du panier. Oui, il déclenche son flotteur à quelques mètres du panier plutôt que d'aller au contact. Ou alors il essaie de contourner. Ou alors, quand il va au contact, il explose totalement au contact, hein, comme tu l'as dit. Les fois où il y a un peu de contact au niveau de la finition, il n'arrive pas à garder l'équilibre et le tir est mauvais. Il déclenche son tir dès qu'il sent le contact aussi, pendant le drive, je veux dire, et donc il le déclenche dans des positions et des situations qui sont très mauvaises. Et un autre truc aussi, il décolle pas si haut que ça, finalement, tu vois, on parle d'explosivité, il a une belle explosivité sur le plan horizontal, donc le premier pas, mais il décolle pas si bien que ça en fin de drive à partir d'un appui pour monter haut, ça il l'a pas trop, et même je me demande parfois, il y a des choix de layup, pourquoi est-ce que tu vas chercher à faire dans cet angle-là, avec ce timing-là, tu vois, tu t'attends un quart de seconde plus tard et c'est ouvert de ce côté, etc., etc. T'as parlé aussi du toucher de balle, mais c'est vrai qu'il aime bien forcer la main droite, par exemple, plutôt que la main gauche. Oui, il a pas de main gauche, disons-le clairement, actuellement. Ouais, c'est ça. Donc il y a plein de... Tu vois, ça se résume beaucoup pour moi, il y a un problème avec le contact qui est évident, et qui m'étonne d'autant plus, et j'en parle parce que tu me dirais, Devontae Graham, il y a un problème avec le contact, je suis pas étonné, quoi. C'est normal. Fred VanVleet, pareil. Voilà, VanVleet, pareil. Mais alors que lui, vu la carrure, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi est-ce que il évite à ce point le contact, pourquoi est-ce que dès que le défenseur le touche, hop, vite, je déclenche le tir, pourquoi est-ce que quand il y a du vrai contact à la finition, il explose un peu en l'air et il tire n'importe comment. Il y a un vrai problème qui fait que, comme tu l'as dit aussi, c'est pas un jump shooter de base, donc on attend du drive, et du coup, comme il n'y a pas de drive, on a des résultats d'efficacité générale qui sont cataclysmiques, en fait. Ouais, je suis en train de me les retaper, et puis le premier truc que je vois, c'est... tu vois ce que je veux dire avec le Zion move, là, le fait de sauter des deux pieds et d'aller... Ouais, le premier drive que je suis allé au hasard... La double prise d'appui, ouais.
Voilà, j'en ai trouvé un. Et puis, il essaye de faire ça sur Bobby Portis, sauf qu'il explose au contact. Et derrière, tu dis, ouais, non, mais c'est pas un bon choix. Mais la seule chose qu'on n'a pas évoqué, et on en a déjà parlé en novembre, moi, j'ai un vrai problème pour moi sur le plafond de Scoot Henderson à long terme. Et c'est terrible de dire ça, parce que de mon fauteuil sur le PC, c'est plus simple, mais j'ai pas l'impression qu'il sente le jeu. Alors, en fait, en termes de choix, il y a trop de mauvais choix pour moi, en fait, pour me dire, non, mais là, c'est juste de la jeunesse et c'est normal. Mais en fait, j'ai l'impression que quand il pose son premier dribble pour aller au panier, il sait déjà ce qu'il va faire. C'est ça. Ou il sait déjà ce qu'il veut faire. Et en fait, il s'ajuste très peu. Il fait partie de ces joueurs qui sont dans j'ai le plan préconçu et je suis pas tant que ça dans l'adaptation, l'adaptabilité en mouvement. J'ai mon pattern, j'ai mon schéma et j'opère comme ça. Et mince, il y a un obstacle, tant pis, je fais quand même mon truc et ça marche pas, quoi. Et ça vient aussi du fait qu'il a toujours été dominant physiquement. Et du coup, en G-League Ignite, quand ce plan préconçu, il fonctionnait pas, c'est pas grave parce qu'il était encore au-dessus athlétiquement, donc ça fonctionnait encore. Là, c'est plus compliqué. J'ai pas tant regardé le playmaking que ça parce que pour moi, cette première force qui va devoir débloquer, c'est cette force de drive. Ouais. Mais j'étais resté quand même sur un driver, sur un playmaking de réaction en fait, où vraiment, s'il a décidé de faire la passe, il fera la passe. S'il a décidé de finir au panier, il finira au panier. Et voilà. Mais moi, c'est ça surtout. Je me dis, est-ce qu'en termes de vision alors pas vision de jeu parce que j'ai pas envie d'analyser ça de très loin, mais en termes de vision du cours, de vision du demi-terrain, je me demande si, voilà, je pense qu'il y a des progrès à faire et ça viendra avec l'expérience, ça viendra avec les répétitions. Mais c'est ça aussi que je voulais dire en introduction quand je disais que oui, il faut donner des répétitions aux jeunes, mais il faut leur en donner dans des bonnes conditions. Et là, Scoot Henderson, cette année, les répétitions, je suis pas sûr qu'elles soient super utiles en fait. Et on voit ça par le fait qu'il n'y a pas de progression, il n'y a pas d'augmentation de l'efficacité au cours de l'année, quoi. Pour le coup, moi, le passing, j'aime pas mal. Je trouve qu'on est un peu plus que sur les simples actions basiques, le simple read and react. Il y a quelques trucs assez intéressants, notamment dans la gestion du timing. Tu vois, certains pick and roll où il sait exactement quand déclencher la passe, au moment où le défenseur de drop est en train de reculer pour revenir sur son mec, ou des trucs comme ça. Il y a vraiment des trucs très sympas. C'est cette nuit. Et puis ouais, il a des super séquences sur pick and roll où il met le défenseur dans son dos, il patiente, il attend que la fenêtre s'ouvre. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, il y a quand même des flashs qui sont super intéressants. Même des flashs de drive, finalement. Parce que c'est pour ça que j'en parle, c'est que, encore une fois, j'ai jamais vu un tel différentiel entre certaines capacités intrinsèques et le résultat final. Et il y a des fois, ou il y a majorité de fois, je trouve qu'il y a ce problème avec le contact, et il y a d'autres fois où, je sais plus quand, c'était il y a pas longtemps, c'était peut-être contre les Clippers, ou je sais plus contre qui, un match de fin de saison, il y a un drive que je me suis refait, je l'ai remis 15 fois. Je l'ai regardé parce que c'était fabuleux, quoi. C'était, je passe l'épaule du défenseur, je tourne, je vais vers le panier, avec une flexibilité assez impressionnante au niveau des chevilles, je descends très très bas sur mes appuis, donc j'ai le centre de gravité très bas par rapport au défenseur, d'un coup, j'enfonce mon épaule dans le défenseur, je l'enlève du chemin, une prise d'appui par rapport à ça pour s'élever, et puis en l'air, la puissance pour absorber le choc et pour ses épaules très larges, rester bien face au panier et s'ajuster. Et tu vois, de temps en temps, tu as un flash comme ça et tu dis, ah, voilà, là ça colle. Là ça colle, ouais, avec ce que je vois de la carrure, ce que je vois de l'explosivité, de la coordination, même du toucher. Je trouve que franchement, c'est pas mal, à part le côté main gauche, mais c'est pas kata, quoi. C'est pas un toucher rugueux à la barrette, quoi. C'est pas un toucher à la Caris Lever. Donc il y a de quoi faire. Mais c'est juste que pour l'instant, on est à une étape de flash et qui est assez, en termes de fréquence, qui est pas assez, quoi. Et qui a beaucoup trop de ah bah tiens, je sors du pick and roll, allez, je fais mon flotteur à 2 mètres du panier, enfin à 4 mètres du panier, à 2 mètres du défenseur parce que j'ose pas y aller. Ou ah tiens, oh il me touche, je déclenche le tir. Ou voilà, il y a peut-être un ajustement par rapport, j'aime pas le terme parce que c'est un anglicisme, c'est pas un vrai mot, mais la physicalité, quoi, la dureté de la NBA, il y a peut-être un ajustement à faire, mais clairement, pour moi, c'est là que réside le point de bascule de Scoot Henderson, parce que s'il l'a pas, on restera dans des niveaux largement insuffisants, mais s'il arrive à débloquer ça, jouer à travers le contact et appréhender le contact, pour moi, ça débloque un joueur qui, clairement, a un potentiel All-Star, All-NBA, etc., quoi. Ouais, totalement. Oui, d'accord. Du coup, j'ai pas donné ma troisième stat du jour, qui était aussi sur Scoot Henderson. C'était 84.
84, c'est son True Shooting Plus. 84, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est 16% moins efficace que la moyenne. 16%. Et comme dit, répétez souvent, pardon si je le répète trop souvent d'ailleurs, ça vous saoule, les porteurs de balles jeunes de galère au niveau de l'efficacité, tout le temps on connaît, mais on est plutôt en général autour des moins 10, moins 9, moins 8% quoi, pour le niveau de galère. Là on est à un niveau qui est très très bas, vraiment très bas. Pourquoi? On l'a expliqué, parce qu'il y a du drive où il est le pire de NBA quasiment sur drive, et en plus il n'y a pas de jump shot, mais ce qui fait qu'on a un rendu final qui est vraiment catastrophique quoi, pour l'instant en termes d'inefficacité. C'est même en chiffre brut le seul joueur de NBA avec un minimum d'usage qui est en dessous de la barre symbolique des 1 point par tir. Donc efficacité plus lancer franc, il est moins de 1 point par tir, c'est le seul de NBA à minimum 20% d'usage. Et pour dire, par exemple, Jokic, il est premier à 1,31 points par tir. Donc voilà, vous voyez l'écart, c'est quand même pas mal. Et puis surtout, il a un gros usage. Et donc je suis retourné sur mon tableur historique. Minimum 25% d'usage depuis 1980. Donc ça fait un bon nombre de saisons individuelles, hein, tu vois. 25% d'usage, donc il y a 1200 saisons individuelles depuis 40 ans. C'est le cinquième plus petite efficacité depuis 1980. Cinquième plus petite efficacité sur un tel volume. Donc 84, donc moins 16% d'efficacité par rapport à la moyenne. Manu Tebol l'a fait 2 fois. Non pas Bol, mais son papa Manu Tebol l'a fait 2 fois. 89 et 91. On a aussi Emmanuel Mudiay qui l'a fait en 2016, plus récemment, son année rookie. Et Marcus Camby en 2011. Alors là, je m'attendais pas à le trouver là. Marcus Camby, le vieux Marcus Camby aux Blazers. Mais bref. Ouais, c'est marrant ça quand même, parce que Marcus Camby, j'avais l'image d'un mec qui finissait quand même plutôt au panier, mais... C'est un peu le côté post-up peut-être où il a forcé, je ne sais pas. Ouais, après je sais qu'il aimait bien s'écarter, tu vois, prendre des tirs à 4-5 mètres avec sa gestuelle de tir horrible là. Partir sur le côté, il allait chercher derrière là, mais... Vous avez compris un rendu final qui est ultra inefficace, même historiquement inefficace pour un tel volume, parce que, comme dit, hein, quand on rajoute le critère de 25% d'usage, pas tout le monde n'a fait ce score-là, quoi. Et donc voilà, c'est d'autant pire. On l'a déjà dit, quasiment dernier de NBA sur les drives alors que gros volume. Et puis, on n'a pas parlé aussi, mais qu'est-ce que tu en penses de son niveau de jump shot? Parce que le problème, c'est que pour l'instant, ça ne rattrape pas le tout. On n'a pas un bon jump shooter du tout. C'est ce qui fait qu'il n'y a rien qui compense rien, quoi. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, de son potentiel long terme au niveau du jump shot? Il y a des flashs comme tout, tu vois, en fin de saison, là, contre les Warriors, là, le dernier match, il a 2-3 step back où il a l'air d'avoir du rythme et ça rentre dedans, mais du coup tu te dis c'est bien, mais en fait après tu regardes l'efficacité totale ou l'efficacité globale et puis c'est pas ça du tout. Maintenant au lancer il est à combien? Au lancer il est à 82%. 82, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que il est à 39% sur le mid-range, 31% à 3 points. Ça va augmenter. Ça va augmenter. Je pense pas que ce sera jamais un tireur d'élite pour moi. Mais par contre, j'ai pas de mal à le voir se rapprocher de la moyenne NBA, donc 36-37, quoi. Oui, d'accord. Mais c'est pas censé être ça sa force. Donc, je pense qu'il sera moyen bon, et ce sera cool. Mais s'il est All-NBA, c'est parce qu'il a un drive d'élite plus un jump shot un peu cool plutôt que l'inverse, quoi. C'est ça. Je pense. On est d'accord. Puis défensivement, c'est pas si atroce que ça, mine de rien, je trouve. Alors que pourtant... Non, en même temps, au poste 1-2, tu le comparais à Shaedon Sharpe et Anthony Simons, je pense que t'aurais mis ma grand-mère. Défensivement, ça aurait été bien aussi. Hein. Peut-être. Elle fait combien en vitesse latérale, ta grand-mère? Bref, donc voilà pour le point pour Scoot Anderson. Un départ très compliqué, on va dire, très compliqué. Mais en même temps, il y a quand même tellement à aimer en termes de potentiel et d'outils, surtout. C'est ça aussi la différence avec beaucoup de... tu vois, par exemple, on parle de Killian Hayes, qui a aussi des inefficacités et records. Scoot Anderson, il a des outils qui sont largement supérieurs. Donc peut-être on a aussi cet espoir il y a une marge de progression qui a l'air assez concrète, quoi. Ouais, totalement. Non, moi je suis plutôt... alors, positif, c'est pas le mot, mais je suis plutôt optimiste sur Scoot Anderson, quand même, pour le futur. Ouais. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.